Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche 24 janvier 2022, dernier du mois de janvier, heureux de vous avoir à nouveau nombreux à regarder ce programme. Nous avons évoqué largement, évidemment, dans le cadre de cette émission, l'événement sportif de l'heure, la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont l'équipe nationale du Cameroun va livrer demain un match important des huitièmes de finale contre le Comore. Il s'agit de se qualifier pour la suite de la compétition pour les quarts et qui sait peut-être arriver au soir du 6 février et remporter le trophée de la 33e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Cela dit, on va également grandement évoquer des sujets d'actualité tels que couverts et développés par la rédaction de STV ce matin. Mais on va surtout parler de la diaspora camerounaise dont on sait qu'elle a un potentiel pour le développement de notre pays. Ce potentiel est-il véritablement exploité? Avons-nous mis tous les moyens pour que l'impact de la diaspora se fasse sentir dans l'économie, dans les diverses activités du pays? Mais aussi la Covid 2019, dont on s'aperçoit que l'Afrique vit sous une forme comme épargnée par cette pandémie, pendant qu'en Europe, les pays continuent de fonctionner au rythme des vaccins. Ces deux actualités font certainement partie des spécialités que vit ou alors que pratique au quotidien notre invité de ce jour. Il s'agit du docteur Marie Baga. Elle est cadre au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Elle est d'ailleurs coordonnatrice de la diaspora au niveau de ce parti. Bonsoir docteur. Bonsoir Monsieur Dipita, merci de m'avoir encore une fois aujourd'hui dans ce plateau. Vous savez tout le plaisir qu'on a toujours de vous avoir sur ce plateau, évidemment, du fait de votre pertinence au regard des sujets qui intéressent nos téléspectateurs. D'abord, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que vous vivez aux États-Unis, vous êtes là au moment où ça se joue. C'est une belle surprise pour le Cameroun. Je veux dire, vous, comment vous l'appréciez? Ben écoutez, c'est une très belle surprise pour le Cameroun. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion moi-même d'être là au match d'ouverture avec une cérémonie extraordinaire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match des Lions en direct. Ils ont d'ailleurs gagné. Et comme vous le disiez, c'était une très belle surprise parce que parfois, ce sont des choses qu'on voit ailleurs. On n'a pas toujours l'impression que la manière dont on parle souvent de notre pays, y compris nous-mêmes d'ailleurs, on n'a pas souvent l'impression que ce type de choses aussi grandioses et belles peuvent arriver. Mais la cérémonie d'ouverture à laquelle j'ai eu l'opportunité d'assister était très belle et digne de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, de ce point de vue, je pense que la CAN, en ce qui me concerne, elle est sucrée. Ah voilà, c'est bien dit. Alors, à l'entame de ces huitièmes de finale, la performance des équipes, que pourrez-vous en dire? On voit quand même une équipe du Nigeria très sereine, très pertinente. Le Nigeria fait partie des rares équipes qui ont terminé ce premier tour avec 9 points, donc 3 victoires. Il y a également l'Égypte, le Sénégal, le pays organisateur, le Cameroun. Bref, pour dire que les grands noms, excepté l'Algérie qui est sortie, les grands noms de cette compétition, l'Algérie, le Ghana qui sont sortis, les grands noms sont quand même persistent dans cette compétition. Bien entendu, Amine, le football, c'est un peu l'expérience aussi de la compétition. Ces grands noms-là, ils ont l'expérience de cette compétition plusieurs fois. Donc, c'est pas très étonnant, à l'exception, comme vous l'avez dit, de l'Algérie, qui s'est vue éliminée. Donc, nous attendions ces grands noms. Et surtout notre pays, qui, pour moi, a fait un parcours exceptionnel. J'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ce type de prestations de la part des Lions indomptables. Mais comme on dit, quand on est chez soi, le public qui est le 12e joueur est souvent galvanisateur. Et je pense que je pourrais à ce moment parier sur les Lions indomptables pour la finale. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Puisqu'on parle des Lions, essayons de voir ce qu'il en sera dans le cadre du match de ce lundi qui va opposer le Cameroun aux Comores ce lundi 24 janvier. Je me corrige, j'ai dit tout à l'heure que nous étions le 24 janvier, nous sommes plutôt le 23. Donc demain, les Camerounais, l'équipe nationale conduite par Vincent Boubacar, qui est le meilleur buteur pour l'instant de la compétition, jouera contre le Comore. On a essayé de rencontrer 2 ou 3 personnes dans les rues de Douala pour qu'ils fassent un petit pronostic. Suivez plutôt ce reportage.
As the indomitable Lions of Cameroon are looking to secure their place in the ongoing African Cup of Nations with a win over Comoros, come Monday, January 24, 2022 at the Olembe Stadium, football lovers here in the economic capital predict a 2-0 win against Comoros. For the upcoming encounter, Cameroon will win with 2-0 against Comoros. We can't allow them to defeat us. I am supporting my country. I think Cameroon will win 2-0. Ce sera un match compliqué parce que beaucoup de gens ont vu le Comores jouer. It will be a complicated match. We all have seen Comoros play, and it's a team we barely know, and they have been doing well in the AFCON. But Cameroon will remain Cameroon, and we are going to win 2-0. Mais ça sera compliqué quand même. Le score 2-0. Merci. Gagner, mais le score, il ne peut pas te donner le score. C'est que nous allons gagner. Oui. Vous pensez que nous allons gagner? I can't give the scores, but I know we are going to win. Cameroon is more experienced than Comoros. Besides, this is their first participation in the AFCON. Reasons why I said Cameroon is going to win Comoros. Dans le sens là où je dis que Cameroun va gagner. The indomitable Lions of Cameroon in the previous 2 matches against Comoros, they won 1 and drawn 1, while Comoros on their part are the fairy tale story of this tournament, as they only joined FIFA in 2005 and qualified for their very first international tournament in this edition of the African Cup of Nations. Voilà donc qui est dit pour ce premier reportage. Les Camerounais évidemment ne pensent pas un seul instant que leur équipe s'arrêtera aussitôt ou en si bon chemin. Il est question d'aller jusqu'au soir du 6 février, date de clôture de la 33e Coupe d'Afrique, 33e édition de la Coupe d'Afrique. Revenons donc sur l'un des thèmes, l'un des sujets qu'on va largement développer. Commençons peut-être par la diaspora. Vous faites partie de la diaspora camerounaise. D'abord, vous, peut-on parler de la diaspora, des diasporas? Quel type de diaspora le Cameroun a-t-il? Ben écoutez, vu du Cameroun, on parlerait de la diaspora. Maintenant, il y a une diaspora qui vit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, Amérique latine et en Asie. Donc, de ce point de vue-là, ça dépend des gens qui parlent de la diaspora. On peut effectivement parler des diasporas. Mais bon, du point de vue de quelqu'un qui vit au pays, nous tous qui vivons hors de notre pays, nous sommes considérés comme les Camerounais vivant à l'étranger et communément appelés diaspora. Donc, il y a la diaspora essentiellement. Cela dit, est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de population? Que représente la diaspora camerounaise? C'est une très très belle question parce que parfois on ne se rend pas compte de ce que cette diaspora représente en termes de chiffres. Selon le MINREX, nous serons environ 5 à 6 millions de Camerounais vivant à l'étranger, avec plus de 50% vivant en Afrique. Et je vous dis, la majorité de nos compatriotes vivant à l'extérieur vivent au Nigeria. À peu près 2 millions de nos compatriotes vivent au Nigeria, suivis par l'Amérique du Nord, 1,2 million, et après viennent l'Europe. Donc, ces 5 à 6 millions de Camerounais représentent un pourcentage de 22% de la population générale au Cameroun, qui est d'environ de 26 millions d'habitants. Donc, un potentiel humain de 1/5 de ce qu'il y a au Cameroun. Ça, ce sont les chiffres bruts en ce qui concerne la diaspora. Mais quand on parle comme ça, en ce qui concerne le Cameroun, quand on parle de 26 millions de Camerounais, il y a la notion de population active. Ça veut dire des gens qui peuvent produire des richesses, qui peuvent voter, politiquement actifs, les gens qui peuvent travailler, donc être productifs. Eux, au Cameroun, ils représentent environ 11 millions de Camerounais. Ça veut dire à peu près 43% de ces 25 millions. C'est très intéressant, y compris parce que plus de la moitié, sur la Banque mondiale d'ailleurs, plus de la moitié de la population du Cameroun a moins de 18 ans. Pourquoi ces chiffres sont importants? Parce que dans la diaspora, si on prend 5 à 6 millions de Camerounais, on peut arrondir à 5 millions de Camerounais productifs. Rendu au Cameroun, la population productive active est de 11 millions. D'accord. Et quand on fait un espèce de ratio, on a autour de 1,2.
1 d'eux, ça représente un potentiel productif de 33%. C'est-à-dire qu'on a 2 parts et une part. Donc, sur les 3 parts, la diaspora camerounaise représente 33% de productivité. Quand je parle de productivité économique, sociale, politique. Donc, bien que je ne veux pas perdre les téléspectateurs dans les chiffres, mais c'est important de rappeler les chiffres. Le premier à rappeler, c'est que la diaspora représente 22% de la population totale, les 26 millions. Maintenant, quand on prend qui peut produire, on représente un potentiel de 33%, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense que le plus gros perdant de dans ces chiffres-là, c'est la diaspora elle-même. Parce qu'elle ne mesure pas le potentiel qu'elle peut avoir sur la vie du Cameroun. Prenez par exemple au niveau des élections. Vous avez 5 millions d'électeurs, même si on les ramène à 4 millions d'électeurs potentiels dans la diaspora, dans une élection présidentielle où on a souvent les électeurs autour de 6 à 7 millions. Si la diaspora vote, par exemple, elle peut avoir son mot à dire. Nous, on dit donc dans cette diaspora, vu que nous avons les chiffres, y compris du MINRES, de la Banque mondiale, nous disons, cette diaspora ne peut pas compter pour rien. Il faut qu'elle puisse être représentée à un certain niveau pour pouvoir peser. Parce que nous sommes des Camerounais à part entière. Nous ne sommes pas des Camerounais de seconde zone. Il faudrait que notre pays tienne compte de cela et que nous-mêmes, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, nous-mêmes, nous prenions la mesure de la représentativité que nous pouvons avoir pour peser sur les affaires politiques, sociales et surtout économiques de notre pays. La diaspora dont vous parlez, c'est la diaspora qui bénéficie toujours de sa citoyenneté, ou alors vous savez effectivement que le Cameroun n'a pas encore ce volet sur la double nationalité, ou vous êtes Camerounais ou vous ne l'êtes pas. Les 5 millions et tous les chiffres que vous avancez, est-ce que c'est véritablement celle qui jouit de tous les droits civiques, publics, politiques et autres, et qui peut effectivement être active dans ce cadre-là au niveau de l'actualité camerounaise? Oui, oui. C'est une très très belle question parce que parfois les gens font l'amalgame. Ce sont les chiffres de MINREX que j'avance. Quand le MINREX donne ces chiffres... C'est des relations extérieures. Exactement. Ce sont des chiffres qu'ils ont par leurs propres moyens, notamment le recensement au niveau de nos ambassades, les allées et sorties de ceux qui partent. Donc ces chiffres sont essentiellement du MINREX. Et d'ailleurs, en France, la diaspora qui est en France, les chiffres du ministère de la France qui s'occupe de ces affaires, eux, quand ils sortent leurs chiffres, ils font la précision entre les Camerounais qui sont encore Camerounais et ceux qui ont été naturalisés. Mais les chiffres que j'avance essentiellement sont du MINREX, c'est-à-dire ces Camerounais, donc les 5 à 6 millions dont parle le MINREX, sont encore des Camerounais de nationalité et peuvent encore agir sur le devenir de leur pays. D'ailleurs, de ce point de vue, j'aime souvent à dire que même ces chiffres du MINREX sont sous-estimés. Parce que ce ne sont que des Camerounais qui sont enregistrés par les canaux traçables. Mais on sait bien que dans nos pays, il y a certains Camerounais qui peuvent y vivre parce qu'ils sont peut-être illégaux. Ils ne peuvent pas avoir accès aux services consulaires du Cameroun. Ou alors qui sont juste ceux qui n'ont pas besoin d'aller à l'ambassade. Donc on pense que ces chiffres sont, même s'ils viennent du MINREX, ils peuvent être minorés et peut-être qu'il y aurait plus de Camerounais à l'extérieur qui pourraient exercer leurs droits et d'ailleurs aussi des devoirs pour essayer de voir comment notre pays avance. Cette diaspora-là, dans quelles activités exerce-t-elle? Quels sont les secteurs pour lesquels elle peut apporter ses connaissances, ses compétences ici au niveau du Cameroun et par ailleurs, c'est peut-être dans le même moule. Est-ce que quand on regarde la structuration de notre pays, ces secteurs sont-ils effectivement représentés ou représentatifs ici? Dans plusieurs secteurs, et d'ailleurs vous serez étonné que les secteurs les plus demandés d'ailleurs ne devraient pas être les secteurs à la pointe, y compris avec, parce que vous avez terminé par le plateau technique. Quand on vient, s'il faut transférer les compétences, il faut d'abord trouver un minimum sur place. Absolument. Mais il y a aussi des Camerounais qui font des choses qui pourraient nous servir. Par exemple, les assistantes sociales dans des pays développés, elles ont appris des techniques de gestion des personnes, par exemple, âgées, les maisons de retraite, des choses comme ça, qui sont... La population s'en demande et puis ils peuvent venir transférer les compétences ici. À moins de coût, les personnes âgées sont déjà là. Les structures peut-être existent ou elles peuvent en créer. Mais je pense que
là n'est même pas le problème. On a 3 aspects politiques, 3 niveaux de participation, politique, économique et sociale. Et en ce qui me concerne, l'aspect politique est très important parce que sans le politique, on ne peut pas faire basculer les choses vues du point de vue de politique publique. Cette diaspora camerounaise peut à 100% participer aux activités politiques de son pays. Contrairement à ce qu'on disait à tous les Camerounais, la politique aux politiciens et l'école, aux écoliers ou aux étudiants. Mais également aujourd'hui, il y a ce discours de vous êtes loin. Nous sommes au pays, on connaît les réalités du pays, vous êtes loin. C'est aussi faux. Nous sommes peut-être loin, mais de par notre nombre et de ce qu'on peut apporter individuellement, parce que la démocratie, c'est un seul principe. Pour certains, il peut être injuste et pour d'autres, il peut être juste, mais on a décidé de donner une voix à un individu. On ne regarde pas le caractère productif ou pas. On dit juste que si tu as l'âge, tu peux exercer un droit. Donc, de ce point de vue, qu'on soit ministre ou qu'on soit juste un simple balayeur de rue, quand il s'agit de voter, on a la même voix. Donc, la diaspora camerounaise, premièrement, doit jouer et peut peser sur la politique de notre pays, notamment à l'élection présidentielle, parce qu'on a tendance à beaucoup se plaindre, mais il faut qu'à un moment donné, on prenne la mesure de même l'espoir que même ceux qui sont au pays peuvent avoir en nous, en notre capacité à faire basculer les choses, contrairement à ce qu'on nous dit. Je pense que c'est déjà le premier volet. Deuxième volet, c'est le côté économique, bien entendu. Le fait que nous soyons dans des pays comme des États-Unis, avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Et on peut participer à l'économie de notre pays, mais pas en termes micro, parce que beaucoup de gens qui sont restés au pays voient la participation de la diaspora en termes de micro, c'est-à-dire il faut aller à la famille, les petites bourses scolaires, les forages, Justement, on aurait aimé voir la diaspora dans de grands investissements. Il y a des barrages qu'on construit. Au lieu d'aller, par exemple, au FMI et chez d'autres partenaires étrangers, on aurait pu penser que notre diaspora peut réunir des moyens, se mettre ensemble et financer les projets structurants au Cameroun, comme ça se fait d'ailleurs ailleurs, je crois. Au Mali, qui est un exemple, au Sénégal. Je veux dire, on s'interroge quand même de ce point de vue sur l'apport de la diaspora camerounaise dans les projets macroéconomiques. Oui, ça c'est très important et ça va nous permettre de revenir sur un aspect du pourquoi la diaspora camerounaise ne fait qu'investir dans des choses qui n'apportent pas grand-chose au Cameroun, c'est-à-dire du micro. Il faut faciliter. Il faut avoir des politiques publiques qui facilitent l'investissement. Monsieur Dipita, on n'a même pas besoin de se mettre ensemble. Aux États-Unis, par exemple, nous, on a accès au crédit. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais aux États-Unis, les gens solvables ont accès au crédit. On a accès à avoir des partenaires, même étrangers, avec nous, Camerounais, qui viennent pour investir au pays. Les gens qui nous regardent, quelqu'un va probablement dire qu'il y a le guichet unique qui existe, il y a des procédures qui existent, etc. La première réaction à ceux qui vont dire ça, c'est que s'il y a des procédures claires, où on sait sur tel site, moi j'ai visité le site internet du Minrex, il n'y a aucune procédure qui existe si on veut investir à l'échelle macroscopique. Par exemple, venir au Cameroun dire qu'on commence une activité agricole à grande échelle ou industrielle, il n'y a aucune procédure connue qui est ouverte au niveau du site du ministère des Affaires des Relations extérieures qui nous dit 1, il faut donner ci, 2, quel document, etc. Donc, quand bien même ces choses existeraient, elles sont quelque part où seulement des gens introduits savent. 1. Deuxièmement, il faut, de ce que je sais qui existe, c'est pas toujours facile parce que on parle quand même dans le cadre de nos activités politiques, on parle quand même avec beaucoup de compatriotes à l'étranger qui nous soumettent leurs problèmes. Ce n'est pas toujours facile parfois, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc quand bien même ces politiques existeraient, il faudrait que ce soit simplifié. Simplifié pour un Camerounais, parce que c'est notre pays, qui aurait un financement pour venir créer une industrie, une structure macroscopique pour le développement de notre pays avec création d'emplois. Simplifier comment? La procédure déjà doit être transparente. Deuxièmement, on doit faciliter le suivi. Parce que quand on dépose un dossier dans un ministère, si l'on part le jour qui vient, ça devient complètement opaque, on ne peut plus le suivre. Donc il faut que ces procédures... Alors vous interpellez les pouvoirs publics. Bien entendu. Pour créer des conditions incitatives
d'investissement pour la diaspora? Pas seulement des conditions, parce que la condition incitative devient dépendant et bougeant. Il faut créer des politiques publiques. Et l'une des politiques publiques, d'ailleurs, qui a fait partie de ce que nous avons fait à Francfort au mois de novembre, c'est de créer un ministère des Camerounais de l'étranger. Je sais que quelqu'un va dire qu'il y a un guichet unique, qu'il y a X, Y qui se passe, je le redis. Ces choses-là ne sont pas sûres, ce n'est pas transparent et personne ne le sait. Il faut déjà le rendre transparent, mais encore aller plus loin. Un ministère, comme vous l'avez donné, au niveau, les exemples au niveau du Sénégal et le Mali, le ministère des Camerounais de l'étranger ou alors des Camerounais de la diaspora aiderait justement à faire ce pont, mais vraiment intégralement, pour d'abord créer ces politiques publiques, votées à l'Assemblée nationale et mis y compris dans notre constitution. Parce que je vous disais en préambule, nous sommes des Camerounais et à part entière. Il faudrait que notre État prévoie des choses pour nous qui soient pas, comment je veux dire, personne dépendante. Ça veut dire qu'un gouvernement arrive, puisque la diaspora ne nous plaît pas, on les enlève. En fait, pour vous, ça doit être institutionnalisé. Ça doit être institutionnalisé. Les mécanismes permettant à la diaspora de participer pleinement et politiquement, et économiquement et socialement, doivent être institutionnalisés, y compris premièrement pour cet aspect administratif politique, avoir un ministère dédié exclusivement aux Camerounais qui sont à l'étranger, qui nous permettrait justement de faciliter toutes ces transactions, d'ailleurs même de les façonner dans un premier temps, de les mettre à disposition pour nos compatriotes et d'autres, et surtout nous-mêmes, que nous puissions en bénéficier à temps plein de ces procédures-là. Voilà la première chose pour la participation économique. Il y a également une autre participation qui est législative. Nous avons 3 pouvoirs. Une participation législative. Le président Paul Biya a déjà légiféré sur le vote des Camerounais à l'étranger en ce qui concerne les élections présidentielles. Mais il faut également des représentants de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale, là où on vote les lois. Monsieur Dipita, on ne peut pas parler de 5 à 6 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger et qu'il n'y a aucun représentant dans une assemblée qui vote les lois. Même les lois dont je parle au niveau de l'apport économique et de l'investissement, des gens qui sont assis à l'Assemblée nationale, qui ne connaissent pas les réalités de notre diaspora, ne sauraient être ceux qui votent ces lois. Il nous faut donc de ce fait des représentants, des députés des Camerounais de l'étranger qui siègent et qui peuvent apporter leur expertise, leur vécu. Quelqu'un va probablement dire en écoutant qu'il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale qui ont vécu à l'étranger. Oui, mais ils n'y vivent plus. Nous, on parle parce que les gens ont souvent l'impression qu'on va dans la diaspora, c'est temporaire. Je veux déjà dire qu'il y a certaines personnes qui choisissent par regroupement familial, par la qualité de leur expertise, etc., de vivre à l'étranger. Mais ça ne devrait pas être un crime en tant que Camerounais qu'on vive à l'étranger. Il faudrait qu'on prévoie ça. Donc, les gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont vécu à l'étranger, n'y vivent pas. Il faudrait qu'on puisse donner un statut réel au Camerounais qui a décidé de vivre à l'étranger et de vouloir continuer à rentrer chez lui tout en étant domicilié ailleurs. Donc, de ce point de vue, la deuxième chose institutionnelle serait de permettre aux Camerounais qui sont à l'étranger d'avoir des représentants, des députés notamment, et des sénateurs. Dans chaque continent, on pourrait voir 5 millions, par exemple. 5 millions, c'est plus que certaines régions au Cameroun. Absolument. Donc, on pourrait voir dans chaque continent, qui devient une circonscription électorale, on donne un certain nombre de députés par rapport au pourcentage de la population de Camerounais qui existe. Et ces députés vont siéger à l'Assemblée nationale pour nous. Donc, voilà un peu comment on pourrait institutionnaliser notre rapport à notre pays et que ça soit du concret. Parce que depuis des années, on envoie de l'argent au pays pour les parents, pour qu'ils se soignent. Ça reste sur le plan microscopique. Absolument. Et on crée des forages, on crée des micro-entreprises ou des moyennes entreprises, etc. Mais toujours dans cette opacité-là, j'avoue qu'avec les rapports de Transparency International, le Cameroun n'est pas un pays où les investissements étrangers c'est pas attractif. Il faut qu'à travers ces mécanismes-là, on puisse rendre ces procédures claires, on puisse les institutionnaliser. Ça permettrait aux Camerounais qui veulent investir dans le macro de venir investir tranquillement dans leur pays. D'accord. Je pense que je comprends le deuxième reportage de l'émission. On reste en football. C'est la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais tout à l'heure.
Le Cameroun, pour l'instant, a en son sein le meilleur buteur de la compétition. Il s'agit de son attaquant, son avant-centre, Vincent Aboubakar, ancien sociétaire du Coton Sport de Garoua, qui désormais évidemment prête ses services à l'étranger, fait partie de la diaspora, on en parle. Ici à Douala, ou du moins dans le pays, au regard de sa performance, le public l'encense. Au portage. Il est depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations le chouchou des réseaux sociaux au Cameroun, avec une multitude de sobriquets à son actif. Le plus beau, Abouchou, Tonton Abou. Aboubakar Vincent a en effet su se démarquer au cours des 3 derniers matchs livrés par le Cameroun, en trouvant à chaque fois le chemin des filets de l'adversaire. Incontestablement l'homme de ce début de CAN, le 9 janvier face au Burkina Faso, il lance les hostilités en marquant 2 buts sur des pénaltys. Quelques jours plus tard, il est l'auteur d'un doublé dans le même stade Olembe, alors que le Cameroun croise le fer avec l'Éthiopie. Et ce lundi, face au Cap-Vert, il inscrit un autre but. Au compteur, 5 buts en 3 rencontres. L'attaquant de 29 ans, originaire de Garoua, est pour l'instant le meilleur buteur de la compétition. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose pour celui qui évolue aujourd'hui au club de première division Al Nasriyat en Arabie Saoudite. Champion d'Afrique avec les Lions indomptables en 2017 au Gabon, il est d'ailleurs celui qui marque le but libérateur face à l'Égypte, permettant ainsi au Cameroun de gagner sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Sauf qu'en 2019, une blessure l'empêche de faire partie de l'expédition, l'éloignant non seulement de la CAN, mais aussi des stades. Désormais capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar entre un peu plus chaque jour dans l'histoire de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, grâce entre autres à sa capacité à porter son équipe. Aujourd'hui qualifié pour les 8e de finale, le Cameroun attend davantage encore du capitaine des Lions indomptables et de ses coéquipiers. Comme qui dirait notre Vincent Aboubakar national, vivement qu'il évidemment poursuive sur cette lancée-là, inscrivant encore plus de buts, déjà contre le Comore, dans 24 heures au moins, et puis qui sait, peut-être on verra pour la suite de la compétition. Il vous a séduit, ce footballeur, Vincent Aboubakar et bien d'autres? Oui. Vous savez, depuis que je suis allée aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans, je suis peu le football parce que c'est le soccer, c'est pas toujours sur nos écrans télé. Mais il y a certains joueurs que je connaissais déjà et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai revu Aboubakar Vincent, capitaine des Lions et surtout buteur, le doublé du premier match où j'étais. Et d'ailleurs, je filmais avec mon téléphone, je n'étais pas très loin de là. Donc du coup, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il fait partie des joueurs qui sont restés gravés dans ma mémoire depuis toutes ces années. Donc oui, je pense que c'est quelque chose de bien pour lui, c'est chez lui. Et puis ça faisait plusieurs années qu'il était déjà dans la tanière des Lions. Donc du coup, ça permet également d'asseoir son ancienneté et puis le brassard de l'honorer valablement. Donc il nous fait énormément plaisir et j'espère qu'il sera le meilleur buteur de cette compétition. Vous faites bien de le relever. Il a commencé, j'ai failli, il est tout petit, on l'a vu grandir et désormais fait partie des cadres. Et tout au long de sa carrière, c'est quand même Vincent Aboubakar, l'un des joueurs qui, même sur le plan de la discipline, a su faire preuve de tempérance, d'écoute, d'intelligence aussi dans le jeu. Et on lui souhaite tout le bonheur dans la suite de cette compétition. Cela dit, juste pour rester un peu dans le sillage du football, vous, dans la diaspora, bon, vous n'êtes peut-être pas en ce moment, mais je veux dire, comment eux ils suivent la CAN là-bas? Comment ça se passe? Vous avez une idée? Oui, j'ai une idée parce que je pars la veille de la CAN, y compris parce que je tenais absolument à être là au match d'ouverture. Mais la veille du match d'ouverture, le chargé des affaires culturelles de l'ambassade aux États-Unis, parce que nous, au PCRN, y compris moi, on entretient de très bonnes relations avec l'ambassade du Cameroun à Washington. Donc, il m'appelle, me dit, on va organiser une séance watching du match d'ouverture. Est-ce que je suis dans les parages, si je peux venir avec mon mari et mon fils, donc ma famille, pour qu'on puisse regarder. Je dis, oh, c'est pas possible, je serai à Olembe. Ça aurait été avec beaucoup de plaisir. Donc c'est pour vous répondre que nous, aux États-Unis, on était dans une dynamique vraiment de CAN positive, CAN sucrée, où je pense l'ambassade, ils avaient projeté le match d'ouverture et invité donc les compatriotes à partager cette communion. Vous savez,
comme j'ai dit lors de notre émission il y a quelques jours, quand c'est la CAN, c'est un moment où la fierté nationale doit prendre le dessus. Donc je pense que nous, à Washington, aux États-Unis, on n'a pas dérogé à la règle. Ils se sont bien amusés et c'est juste dommage que je n'étais pas. C'est dire que ce regard, j'ai failli dire méfiant, ce regard du coin de l'œil, que peut-être les gouvernants, les politiques font à cette diaspora souvent belliqueuse. À l'occasion de cette Coupe d'Afrique, on peut parler d'une union sacrée, on peut parler d'un retour à un sentiment quand même de, je vais parler de joie, mais je dis d'apaisement, écoutons, c'est la CAN, c'est une fête africaine, on reçoit tout le monde, même si on a des problèmes en famille, essayons quand même d'abord de faire plaisir à nos invités et puis après on verra. Vous avez ce sentiment-là? Je ne parlerai pas pour les autres, mais vous savez, en ce qui nous concerne au PCRN d'ailleurs et moi, dans le cadre de mes activités dans la diaspora, nous, on n'a jamais été dans le conflit bruyant. Vous savez, il y a des voies de recours. Je me rappelle quand il y a eu le grand dialogue national, on nous a convoqués à l'ambassade et c'est d'ailleurs comme ça qu'à l'ambassade, il commence à remarquer cette dame-là qui était très dure. J'ai été très très dure avec l'ambassadeur par rapport au service qu'on avait au niveau de l'ambassade, notamment. On n'inscrit pas les gens à Washington et d'ailleurs, je le dis à la télé, il faudrait qu'on puisse, les CAM puissent, parce qu'un grand pays comme les États-Unis, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas inscrire les gens sur les listes électorales et le moment venu, on va dire, la diaspora américaine ne vote pas. Pour voter, il faut pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Donc, ces petites dénonciations-là, mais on les fait dans les normes, on fait les mémos, on parle à l'ambassadeur, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est être dans une relation avec les autorités camerounaises ou leurs représentants d'ailleurs, une relation de conflit, mais être dans une relation de dialogue. S'il y a un problème, on le dénonce. S'il y a une solution, on la trouve ensemble parce que à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que notre pays avance. Donc non, nous, on a toujours été dans une collaboration très étroite avec nos représentations diplomatiques, que ce soit aux États-Unis, en Belgique, en France, en Allemagne, etc. D'ailleurs, notre président d'Allemagne, M. Mba, que je salue d'ailleurs, était en fin de cette semaine présenté, parce que vous savez, le livre de notre président Cabral, le fédéralisme communautaire, c'est la forme de l'État que notre parti propose pour le pays. Donc il est important que, même à ce niveau de représentation diplomatique, qu'on puisse faire que ces dirigeants du pays s'imprègnent de cette vision que nous voulons appeler. Donc il a rencontré l'ambassadeur et son staff pour leur offrir ce livre et pour qu'ils s'en imprègnent. C'est pour dire que nous sommes dans une dynamique constructive, nous sommes dans une dynamique de collaboration tout en dénonçant ce qui ne marche pas. Parce qu'il faut que ça marche. Et dans la diaspora, on est beaucoup plus exigeant parce que nous vivons dans des pays où on ne peut logiquement pas avoir, par exemple, des pratiques qui ne cadrent pas avec notre environnement. Donc on dénonce quand il faut, mais on le fait avec manière. Je voudrais comprendre, quel est le problème véritable? Quel est le blocage au niveau des inscriptions? Vous dites à Washington. Alors, la dernière fois que je me suis rapprochée de ceux qui étaient en charge à Washington, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de kit ELECAM à Washington. Okay. Donc, le blocage, m'ont-ils dit, d'ailleurs, je m'apprête à faire un mémo que je vais passer à notre président national, M. l'honorable Cabral-Libi, pour qu'il puisse transmettre, y compris à l'Assemblée nationale ou à l'ELECAM, il n'y a pas de kit ELECAM à Washington. C'est quand même dommage. Il y en a à Paris, on sait, il y en a probablement en Allemagne et à Bruxelles. Mais un pays comme les États-Unis, je vous ai dit tout à l'heure que parmi les chiffres de la diaspora, après l'Afrique qui représente plus de 50%, avec le Nigeria en tête, vient l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis. Il y a estimation plus de 1,2 million Camerounais sur les 5 à 6 dont je vous ai parlé. Donc c'est quand même un pourcentage énorme. Et dans ces pays-là, il n'y a pas de kit ELECAM pour nous inscrire sur les listes. Ça veut dire que vous ne vous inscrivez pas du tout? Pas du tout. Aux États-Unis. Mais la preuve, les dernières élections présidentielles, si vous voyez les chiffres des États-Unis, il y avait moins de 100 votants. Ce n'est pas parce que les gens ont été inscrits et n'ont pas voté, mais c'est parce que les gens ne sont simplement pas inscrits. C'est pour ça que parfois, il y a cette malhonnêteté intellectuelle des gens qui disent que la diaspora ne vote pas. Peut-être c'est valable en Europe. Je ne viendrai pas ici parler des choses que je ne sais pas, parce que à Paris, par exemple, il y a eu un pourcentage qui était inférieur à ce qui était inscrit.
Mais en ce qui concerne les États-Unis, c'est factuel. Les gens ne sont pas inscrits. On ne peut pas s'inscrire. Et je crois savoir que c'est la même chose au Canada parce que Mme Rowe, Caroline, qui est notre présidente de ce côté-là, elle a vécu les élections et le rapport qu'elle nous en a fait, c'est calamiteux, c'est carrément regrettable que c'est en Amérique du Nord qu'on ne puisse pas avoir un centre d'inscription que l'ECAM peut dépêcher pour inscrire les gens sur les listes électorales. Et après, on va nous accuser de ne pas voter alors que matériellement, on ne peut pas voter. Évidemment que ce cri d'appel rentre évidemment dans les oreilles de ceux qui ont la décision de résoudre ce type de problème-là. La diaspora, on le retient, des États-Unis dans l'ensemble, ne peut pas voter parce qu'elle n'arrive pas à s'inscrire du fait de l'absence d'un dispositif ELECAM, d'un kit, dans les ambassades et autres points d'enregistrement des électeurs. Nous sommes en janvier. Je crois savoir que c'est en août que ELECAM ferme le fichier électoral le 31 août. On espère donc vivement que d'ici à ce timing-là, que les dispositions seront prises pour qu'ELECAM, évidemment, répare cet impair pour nos compatriotes de la diaspora, notamment des États-Unis. Revenons donc dans le fil de l'émission. Vous, quelles sont les forces? D'abord, on parlera également des faiblesses après, que vous pouvez identifier de cette diaspora-là. On en parle beaucoup, sous toutes les sauces, mais est-ce qu'on peut véritablement se dire, cette diaspora, voilà ses points d'appui, voilà son impact, et voilà comment ça peut avoir une incidence sur le Cameroun? Bien entendu, vous avez une petite analyse, soit c'est Strengths, Weakness, Opportunity and Threat. C'est une analyse qui fait simple, basique, mais qui est toujours importante d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités, surtout les menaces que peut avoir une entité quelconque. En ce qui concerne la diaspora camerounaise, des forces, nous en avons. La première des forces, c'est notre nombre. Et c'est ce que j'expliquais en première partie de l'émission. C'est un cinquième, 22% de la population générale, mais quand on pousse un peu plus loin, ça devient un potentiel de 33%, un tiers, en termes électoraux. Donc c'est énorme comme force. La deuxième force, c'est les compétences que nous acquises dans des pays étrangers, avec un niveau de rigueur assez important, même au petit niveau. Je ne parle même pas de nous autres qui sommes des médecins ou alors qui avons des diplômes supérieurs. Je parle même de l'aide-soignante qui est à l'hôpital GW à Washington. Elle a une rigueur qui, transférée au Cameroun, elle pourrait apprendre cette rigueur aussi aux aides-soignantes locales, etc., et transférer une certaine compétence. Donc, on a, de par l'environnement dans lequel on vit, qui est beaucoup plus organisé en termes de moi. Ils ont l'organisé selon leur culture et selon nous aussi, on pourrait bien organiser la nôtre différemment. Mais à ce point où nous en sommes, ils sont beaucoup plus organisés et ces compétences acquises pourraient servir. Donc, on a ces compétences, nous avons le nombre, mais surtout aussi, nous avons le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui permet, si nous sommes organisés, y compris de manière institutionnelle, d'avoir un impact réel. Nous en avons parlé de long en large dans la première partie de l'émission, comment l'institutionnalisation ou alors la prise en compte institutionnelle de la diaspora pourrait avoir un impact et économique et social, mais surtout politique. J'insiste sur cet aspect politique, sur la vie de notre pays. Donc je pense que la première partie de l'émission, nous avons développé ces forces-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire problème? Pourquoi nous n'arrivons pas à capitaliser ces forces? Ce sont nos faiblesses. D'accord. Les faiblesses, la plus grande faiblesse, ce n'est qu'un secret de polichinelle, c'est la division de la diaspora. La diaspora camerounaise est divisée en plusieurs entités, de forces différentes et qui fait que on n'arrive pas à converger autour de ce qui pourrait être l'intérêt commun de la diaspora. L'intérêt commun qui serait d'avoir des représentants légaux, y compris en termes de vote, on vote nos représentants de la diaspora, avoir un ministère ou alors avoir la double ou la plurinationalité. Ça, ce sont des choses. Tout citoyen camerounais qui vit dans la diaspora, dès qu'on lui parle... Quand vous dites avoir des représentants locaux, je vais une fois de plus, là, vous interpellez les pouvoirs publics. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas, en tant que diaspora, déjà essayer de vous organiser et puis, au regard de ce schéma d'organisation, impacter sur la décision des pouvoirs publics, vous leur, je veux dire, dans la sérénité
des échanges cordiaux dont vous parlez tout à l'heure, vous leur imposez une stratégie de prise en compte de la composante diversifiée de la diaspora, mais tout en étant représenté autour de quelques élus d'entre vous là-bas. Le problème, on va se poser un problème de légitimité. Okay. La légitimité de qui organise quoi. Comme je vous dis, il y a tellement d'entités de la diaspora qu'on en perd la tête. Quand on interpelle les uns, ils disent que nous sommes reconnus au ministère, nous sommes reconnus. Tout le monde est reconnu et cette dispersion fait que personne ne peut se mouvoir. Donc il y a un problème de légitimité qui va se poser, même si la diaspora essaie de se mettre ensemble. Mais ça sera déjà ça, vous me direz. Donc cette légitimité, parce que moi je regarde toujours dans la planification à long terme. On ne peut pas faire des choses avec un impact à court terme. C'est de la cosmétique, c'est ce que j'appelle la cosmétique. Donc pour avoir une légitimité durable, comme je vous disais tout à l'heure, il faut institutionnaliser cela. Il faut que, au niveau des élections législatives, qu'on intègre les circonscriptions de la diaspora, Europe, selon les 5 continents, chaque continent représentant une circonscription. Cela doit être institutionnalisé et de ce point de vue, nous avons des représentants votés par nous-mêmes qui vont nous représenter à chaque moment où besoin se sentira. Donc, déjà, ça aidera. Mais on revient par exemple à nos faiblesses. Cette division nous cause beaucoup de problèmes. Et beaucoup pensent que la technique de diviser pour mieux régner, c'est celle qui est utilisée pour la diaspora. Ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais également de notre mesure aussi. Comme vous le disiez, il faut qu'à un certain moment, nous nous accordions au moins sur un minimum. Et le minimum, comme je vous disais tantôt, les 3 choses précitées, c'est-à-dire la binationalité ou la plurinationalité, les représentants, notamment les députés de la diaspora, ou alors un ministère de la diaspora. Ces 3 choses, vous ne rencontrez pas un Camerounais de la diaspora, je ne dirais pas péremptoire, mais peu de Camerounais de la diaspora ne seraient pas d'accord sur cet agenda. Donc, il faut déjà que nous soyons même dans notre division, d'accord sur une espèce d'agenda que nous avons appelé agenda diaspora. Cet agenda, chacun pourrait aller le défendre avec ses moyens. Mais déjà à ce niveau, on n'arrive pas. Ça, c'est la plus grande faiblesse de la diaspora camerounaise qui se laisse distraire énormément avec des choses parfois qui ne nous regardent pas, je le dis. Quand je dis les choses qui ne nous regardent pas, nous sommes conscients, par exemple, au niveau de la diaspora du PCRN, que pour implémenter cet agenda diaspora, il y a la composante politique. Nous avons un président national, honorable Cabral Libi, que nous voulons porter à la tête du pays pour que dès qu'il est là-bas, nous travaillons pour avoir les députés et nous implémentons notre plan d'action. Bien sûr que nous sommes d'accord que nous travaillons à cela, mais il ne faut pas rester bloqué à ce niveau de ce travail et ne pas travailler sur le champ local de la diaspora. C'est-à-dire, moi je suis aux États-Unis, si je ne suis pas capable de mobiliser au niveau des États-Unis, je ne serai pas utile à mon parti même au Cameroun. Donc, de ce point de vue, la diaspora camerounaise se perd dans beaucoup de distractions qui ne nous regardent pas, au lieu de travailler à nous réunir pour essayer d'impacter sur la vie politique de notre pays. Donc, cette grande faiblesse ne nous engage pas. Deuxième faiblesse qui est une faiblesse institutionnelle. Notre pays n'a pas prévu grand-chose pour les Camerounais qui sont à l'étranger. Quand je dis grand-chose, encore une fois, je ne parle pas de cosmétique. Je parle d'institutionnalisation. Mettre au niveau de la Constitution que quand on est Camerounais, on est Camerounais. On a beau prendre une nationalité ailleurs, on reste Camerounais parce qu'on y est né. On a nos ombiliques qui sont enterrés dans nos villages. On est Camerounais, quel que soit l'âme. Il faut que ce soit inscrit clair et net dans notre Constitution. La deuxième chose, trouver des mécanismes, comme on disait tout à l'heure, d'institutionnaliser notre rapport à notre pays. Cette faiblesse que nous n'existons presque pas, je dis n'existons presque pas. Encore une fois, ceux qui nous regardent doivent comprendre que des petits apports cosmétiques qu'on nous donne par-ci, par-là, pour que certaines taisent leur querelle, etc. En ce qui me concerne, ce n'est pas durable et c'est à personne dépendante. Ce n'est pas sustainable, comme on dit en anglais. Il faut un apport qui soit dans le long cours, que moi, même mon fils, puisse en bénéficier demain en tant que Camerounais de la diaspora. Donc, voilà les 2 grandes faiblesses que j'ai résumées. Nous-mêmes, une faiblesse intrinsèque à la diaspora elle-même, c'est-à-dire ces petites divisions, des intérêts particuliers, des choses microscopiques qui nous empêchent de regarder vers la même direction, mais aussi une faiblesse externe, extrinsèque, qui est notre pays n'a pas pensé à nous, ou alors ils n'ont, de manière exprès, ils n'ont pas
intégrer qu'il pourrait avoir des Camerounais qui ne vivent pas au Cameroun, mais qui ont des droits en tant que citoyens. Alors, Dr Baga, depuis que je vous entends parler depuis le début de l'émission de cette diaspora, on peut résumer que là, on parle presque essentiellement de la diaspora positive, c'est-à-dire que celle qui apporte, peut-être au niveau micro. D'ailleurs, les chiffres, je ne les ai peut-être pas en tête, de la Banque mondiale disent que la diaspora fait partie des premiers bailleurs de fonds au Cameroun en termes d'apport, hein. Pas forcément dans les institutions, mais en termes de transfert de fonds. Mais également, c'est d'autres diasporas. Je veux dire qu'on voit plus, qu'on ressent plus, peut-être à côté de son impact sonore. Celle qui se manifeste dans la sphère politique. On connaît des noms de mouvements, la basse et bien d'autres. Mais justement, je veux dire, vous, donc, qui vous considérez un peu comme de cette diaspora positive, je ne veux pas être péjoratif en disant que l'autre est négative et mène son combat, ce qui peut être légitime, qui peut être compréhensible pour des changements politiques. Mais comment expliquer que vous, cette autre diaspora, on en entend moins parler? Je veux dire, que ce soit en termes d'organisation, des séminaires de réflexion et autres, on en entend moins parler, alors que l'autre diaspora, au regard de son impact, elle est véritablement visible, comme je le disais. Qu'est-ce qui peut expliquer et justifier cela? Déjà, de prime abord, j'aime peu les termes de diaspora positive et négative. Je préfère la diaspora tout court parce que le principe de démocratie, comme je vous ai dit tout à l'heure, une voix compte. Que ce soit d'une personne qui casse l'ambassade, pour prendre cet exemple-là, ou alors une personne qui est à Wall Street, qui est super bien avec son costume et sa cravate. Quand on va aux élections, toutes ces voix comptent. De ce point de vue, comme vous l'avez si bien précisé, chacun mène son combat avec ses armes. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je viens à la question réelle. Pourquoi nous autres qui sommes dans une espèce de dialogue constructif, moins bruyant d'ailleurs, nous sommes moins visibles, apparemment, parce que ce n'est qu'une apparence, que ceux qui sont dans les rues pour revendiquer. D'ailleurs, quelqu'un m'a traité de molle parce que moi, je ne revendique pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Des gens comme moi, on a décidé à un certain moment donné de nous retirer un peu des affaires du pays parce que on n'y comprend pas grand-chose, les procédures sont floues, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup d'argent, on nous traite d'exigeants et on nous traite on veut transformer le Cameroun comme les États-Unis. On a décidé à un certain moment, vous savez... On voudrait de rêveurs. Voilà, rêveurs, etc., etc. On a décidé à un certain moment de se dire, écoutez, ces gens-là, moi je vais au Cameroun pendant 1 mois, 2 semaines, je parle à qui je peux parler, on me dérange et puis hop, je rentre chez moi. Pourquoi on a décidé de se retirer? Pour les mêmes raisons que je vous ai citées. C'est-à-dire le manque d'institutionnalisation de la participation de la diaspora. Je parlais tout à l'heure de structure. Quand on est structuré et qu'on travaille chez les autres et qu'on est à certains niveaux respectés et la manière dont les choses fonctionnent et qu'on rêve transférer ses compétences chez soi, on est un peu exigeant. Et on ne peut pas nous empêcher de l'être parce qu'on veut le bien de notre pays. On veut transférer ses compétences. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut transférer les compétences que là où ces compétences-là peuvent être transférées. De ce point de vue, nous sommes dans une posture où il faut institutionnaliser les choses. On ne rentre pas chez soi par la fenêtre. C'est-à-dire faire un forage dans mon village. D'ailleurs, je viens de donner avec la Fondation Excellence Plus et le Think Tank Aid, on vient de faire un don de 3000 livres à 3 communes ici. Mais ça, c'est du micro pour créer des bibliothèques dans ces 3 communes-là. Mais ça, c'est du micro. On ne développe pas un pays avec le micro. On développe un pays avec les politiques publiques. Donc, si cette diaspora positive, moins bruyante, ne s'implique pas autant, c'est parce que elle ne voit pas l'intérêt à s'ammêler dans des situations compliquées qu'elle ne comprendrait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes impliqués dedans. On est sorti de notre réserve de se dire, ils sont compliqués, les procédures ne sont pas claires,
tout est flou. On est venu, nous sommes rentrés dedans pour essayer justement de dénoncer, de dire ce qu'il faut faire pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde et pour que les gens puissent s'impliquer davantage. C'est vrai, cette diaspora peut-être éduquée, élitiste, elle est réticente, ça c'est vrai, parce que des gens, quand ils ne comprennent pas... Réticente, le mot est peut-être gentil, on pourrait dire pas très courageuse. Je ne parlerai pas de courage parce que moi je suis là. D'accord. Moi je suis là, avec beaucoup de mes camarades de la diaspora, nous sommes là, malgré le fait que nous ne comprenions pas grand-chose à ce qui se passe dans nos pays, malgré le fait qu'on nous traite de rêveurs et exigeants, etc. Nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour dire aux autres que cette majorité silencieuse de Camerounais qui vit dans la diaspora, qui est tranquille chez elle, elle ne demande rien à personne, elle se dit, moi, le Cameroun, quand j'y vais, c'est notre pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics pour leur dire, cette diaspora, justement, il faut l'intéresser. Si vous ne l'intéressez pas, celle qui fait beaucoup de bruit pour essayer d'obtenir aussi les mêmes choses que nous d'ailleurs, sans réelle capacité de transférer des compétences que certains d'entre nous ont et que certains n'auraient pas, il faut intéresser cette diaspora. Il faut aller leur parler, leur dire, il y a des possibilités, je parle encore d'institutionnaliser, parce que moi, quand c'est du court terme, je vous assure que je ne m'engage pas. Ça ne vous encourage pas. Je ne m'engage pas dans quelque chose qui n'est pas périn. Il faut parler avec cette diaspora parce qu'elle a tellement à offrir avec son expérience et les compétences. Il faut parler avec elle pour qu'elle puisse s'impliquer et faire en sorte que ce ne soit pas une implication vaine, pas vaine, mais à court terme, mais que ce soit... Mais je comprends ceci. La réticence envers la diaspora n'est pas seulement de nos pouvoirs publics, mais c'est également pour la population qui reste. Y compris parce que notre État n'a pas bien négocié les rapports qui peuvent exister entre les Camerounais et les étrangers qui sont au pays. Ce qui fait qu'il y a une certaine méfiance qui s'est créée entre les Camerounais vivant ici au pays et ceux qui vivent à l'étranger. Avec cette peur que, puisque nous, on vient avec des mentalités qui ne sont peut-être plus celles des mentalités locales, on pourrait venir travestir des choses, on pourrait être exigeant, etc., etc. Il faut déjà aussi travailler sur cette relation qu'il y a entre les Camerounais qui vivent au Cameroun et ceux qui vivent dans la diaspora pour leur dire que, après tout, moi, je sais d'où je viens, je suis de mon village, même si je vis à d'ici, ça n'enlève en rien que mes rythmes, mes traditions, je les respecte. Je ne viendrai pas travestir quoi que ce soit dans ce pays. Ce que je veux faire, c'est que ce que vous m'avez envoyé, parce que moi, je suis le produit de l'école publique du Cameroun et de mon village. Je suis allée ailleurs, j'ai appris d'autres choses. Je viens juste transférer ces compétences pour qu'on puisse ensemble aller plus loin. Parce que comme on dit, une main n'attache pas un paquet, il faut qu'on se mette tous ensemble. Mais il faudrait travailler sur cette méfiance qui n'est pas seulement de nos pouvoirs publics. Et je pense d'ailleurs que c'est cette méfiance qui a fait qu'on ne nous a pas prévus dans les mécanismes institutionnels de notre pays, du moins pas autant qu'il faudrait. Et il faut travailler et avec les pouvoirs publics et avec les populations pour que cette méfiance s'estompe au fur et à mesure. On revient sur cette question, le temps pour nous de prendre cet autre reportage, toujours dans le sillage de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous savez, elle nous en fait voir, elle nous montre de choses joyeuses également. C'est par exemple le cas des fan zones. Il s'agit de ces espaces aménagés pour permettre à ceux qui peuvent aller dans les stades, aménagés donc pour leur permettre de venir suivre les rencontres, se divertir, prendre peut-être une bière et manger un peu de viande. C'est ce qu'on a pu observer du côté de Bonabéry. Dans la délégation qu'a conduit le gouverneur de la région du littoral, nos reporters sont allés à la découverte de ce fan zone. The Indomitable Lions fan zone in the Douala 4 municipality was full of satisfaction as the national team sealed the top spots at the group stages, ending their last encounter against Cape Verde in a 1-0 tie. The governor of the Littoral region is positive for the Lions. Every day, we may not be best, but I think they have done the essential. And the essential thing is that we are the head of our group. So congratulations to them. Fans are optimistic about the national team's earn in the tournament. I think Cameroon will win this competition.
We know that we will win. We know Ivorians are here, but we will have this cup. We will win this competition and win all teams. We are hosts, and we will win the competition, and the governor is here with us. This fan zone turnout earns a positive note from the governor. We are in one of the fan zones in Douala, in the Douala 4 municipality, and the excitement is here. We were formerly in the Douala 3 municipality, Parkou Vita in the Douala 5 municipality, and every other area is of a surety in high spirits. City dwellers have come out massively. Remaining at the first position of the group was the ultimate assignment the Indomitable Lions seem to have understood as they still the top position. Fans of the Indomitable Lions are still in high spirits for the next encounter. Belle ambiance autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Camerounais, évidemment, sont mobilisés, qu'ils soient dans les stades ou en dehors. On a pu certainement le voir. D'abord, lors du match d'ouverture où le stade Olembe a fait son plein d'œufs à travers la capacité ou alors le nombre important de personnes qui s'y sont mobilisées, malgré évidemment les contraintes protocolaires dues à la pandémie de la Covid. On a pu également voir ici à Douala que le stade, et même ailleurs, à Garoua, j'ai encore mémoire le match Égypte-Nigeria et les autres stades, Bafoussam a eu du mal à prendre cet exemple-là, mais je pense que progressivement, tout est allé dans le sens de remplir les stades, même si les autorités ont pris des dispositions pour. Cela dit, revenons donc sur la diaspora dont on parle beaucoup ce soir, à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis on va en un ou deux mots dire également, parler de la Covid. Y aurait-il des menaces qui pèsent, avant peut-être d'arriver sur la question des menaces, vous de la diaspora, quelle interprétation faites-vous du regard que les citoyens au Cameroun portent sur vous? Je veux dire, pendant le mois de décembre, on sait qu'ils viendront, ils débarqueront de leur avion avec des petits paquets. On est pressé de venir les chercher à l'aéroport et s'assurer que nos valises sont à côté. Je veux dire, c'est une image. Hein. Vous, comment vous vivez cela? Je veux dire, quel est le regard que vous dites, que vous appréhendez de ceux qui sont restés au Cameroun et qui tout le temps sont quand même contents de vous recevoir quand vous êtes là? Oui, je pense, comme je le disais tantôt, les rapports avec les populations, les Camerounais restés au Cameroun et ceux de la diaspora ont été biaisés dès le départ, y compris par l'absence des mécanismes qui nous permettent d'exister toujours en tant que Camerounais quand on part. Mais également, la précarité qui sévit dans notre pays a fait en sorte que, dans la majorité des cas, quand quelqu'un, c'est pour ça que les Camerounais, pour ne citer que cela, veulent aller à l'étranger, ils prennent le désert, etc. On pense que quand on est de l'autre côté, même au SMIC, on peut trouver un petit 100 €, 100 $ à envoyer à ses parents chaque mois qui leur permettra de boucler la fin du mois. Mais personnellement, je ne suis pas beaucoup dans ce schéma et c'est peut-être dû à mon éducation. Mon regard pour mes compatriotes restés au pays, c'est un regard qui reste surtout ceux avec qui j'ai cheminé, qui sont professionnels, mes collègues qui sont restés au pays. Ça reste vraiment un regard d'égal à égal, y compris parce que techniquement parlant, en ce qui concerne mon métier, ce que je fais à Washington n'est pas différent en théorie de ce que quelqu'un qui est ici au Cameroun ferait. Il ne s'agit juste pas des mêmes clients pour ceux qui sont dans la consultance ou alors des mêmes patients pour ceux qui sont restés dans les hôpitaux. Donc il n'y a même pas de lieu de penser à une certaine relation justement de condescendance qui pourrait y avoir. Cependant, je reconnais quand même que, surtout avec le mois de décembre, comme vous l'avez dit, il pourrait avoir ce type de rapport, mais encore une fois, je pense que ce sont des relations qu'il faut qu'on travaille. Et ceux d'ici et ceux qui sont de l'autre côté, parce que nous sommes tous des frères et sœurs, et des petits, des grands frères. Il peut avoir des relations de grands frères à grandes sœurs, etc. Mais surtout pas de regard qui dirait que parce que moi, je serais de l'autre côté et un de mes... Je suis supérieur à l'autre inférieur. Non, pas du tout, parce que moi, encore une fois, pour ceux qui sont dans la consultance dans la santé publique, ce qu'ils font ici au Cameroun n'est pas différent de ce que je fais à Washington. Je dis juste que le client est différent.
les exigences en termes de deadline et la manière de travailler sont différentes, mais nous faisons, en termes techniques, nous faisons le même travail. Il n'y a aucune raison d'avoir ce rapport condescendant. D'ailleurs, moi, je rêve de revenir bosser au pays, y compris à cause de la flexibilité du climat d'une part et aussi la flexibilité qu'il peut y avoir dans l'emploi du temps. De ce point de vue, j'envie même mes collègues qui sont au pays par rapport à nous, qui sont tout le temps en train de courir et en train de ne pas se poser pour essayer de profiter un peu de la vie. Même si le manque à gagner en termes de revenus pourrait être d'un écart important. Non, pas vraiment, parce que, bon, en ce qui me concerne, hein, parce que même en travaillant au Cameroun, ce serait forcément pas le statut de la fonction publique du Cameroun, mais de ce point de vue, ce sera vraiment tout bénéfice pour moi. Et j'envie encore une fois mes collègues qui sont restés au pays, qui sont dans le même domaine de consultance que moi, parce qu'ils ont beaucoup plus d'avantages que je n'en ai à Washington. Prenons donc à ces menaces. Quelles sont les menaces auxquelles vous, la diaspora, vous estimez que les menaces qui pèsent sur vous, auxquelles vous faites face, les menaces qui sont comme des barrières à votre épanouissement quant à l'apport ou à l'investissement au Cameroun? Les menaces sont dans les menaces que la diaspora peut avoir pour le gouvernement. On l'a un peu briefé tout à l'heure. Vous savez, comme j'ai dit, je pense que cela remonte, je suis pas historienne, mais de ma petite connaissance, cela remonte un peu ce qu'ils ont appelé la guerre de l'indépendance, quand il y a eu des vagues de Camerounais qui immigraient, qui allaient plutôt de l'autre côté et continuaient à avoir des activités politiques. Je pense qu'à ce moment-là, ceux qui dirigeaient le Cameroun ont vu en ces Camerounais de la diaspora qui étaient équipés d'autres instruments de démocratie, les pays européens ou alors américains qui étaient déjà plus avancés et venaient avec cette ardeur dans un pays qui n'avait pas encore vraiment été décolonisé, etc. Ils ont vu en ces Camerounais de l'étranger une certaine menace. D'où la restriction même de la double nationalité, etc. Et toute cette méfiance autour de ceux qui viennent toujours de l'extérieur, qui pourraient venir chambouler le plan politique, chambouler le plan culturel ou alors venir avec les mentalités d'ailleurs pour chambouler ce qu'il y a dans l'existant. Mais ce que j'ai à dire, si c'est ce type de menace, selon l'analyse que nous avons faite qui existe encore, c'est que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Il faudrait pouvoir voir la diaspora en termes de partenaires qui pourraient apporter plus que de l'avoir en termes de menaces. Parce que nous n'en sommes plus là. Avoir une double nationalité aujourd'hui ne garantit absolument rien. Les États-Unis ont la double nationalité, mais il y a une clause qui est claire. Pour être président aux États-Unis, il faut être né aux États-Unis. Vous le savez avec la polémique sur le président Obama à l'époque. Donc, de ce point de vue, on n'a pas besoin de nous empêcher d'avoir la double nationalité pour nous empêcher d'être président du Cameroun, par exemple. Il suffit juste de trouver d'autres politiques pour empêcher à ceux qui sont nés à l'extérieur et qui ont vécu à l'extérieur, qui n'ont jamais vécu au Cameroun, de ne pas se présenter. Donc je trouve que même avec le même agenda politique, qui consiste à dire que vous qui êtes là-bas, restez là-bas, etc., on pourrait assouplir les mesures qui ont été faites il y a très longtemps. Je pense que la première menace, c'est une menace politique. Et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, beaucoup de Camerounais ne le savent peut-être pas, mais ce sont les chiffres encore du MINREX. Le MINREX le sait. Ça veut dire que les pouvoirs publics du Cameroun, ils savent exactement l'impact que nous pouvons avoir sur les élections. Et je vous ai dit, 50% de cette diaspora, elle vit en Afrique. Vous serez même étonné que la diaspora européenne est la moins représentative dans toutes ces diasporas-là. On a parlé de l'Afrique, 50%, avec le Nigeria, 2 millions. L'Amérique du Nord, 1,2 million. Et l'Europe représente à peine 3% de cette diaspora-là. L'Europe, d'ailleurs, qui est la diaspora la plus véhémente, la diaspora qui fait le plus de bruit. Et mon petit doigt me dit qu'on la laisse faire du bruit parce qu'on sait qu'en réalité, en termes numériques, l'Europe, elle ne pèse pas grand-chose, cette diaspora-là. Il faudrait aller au Nigeria, au Gabon, en Guinée équatoriale, pour voir les Camerounais. Ils sont plus de 50%. Et après, aller en Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, pour voir d'autres Camerounais. Donc, de ce point de vue, cette menace amène nos pouvoirs publics à avoir des stratégies qui sont contre-positives pour
pour que la diaspora puisse se mettre ensemble. Stratégie qui consiste à mettre des bureaux, des LECAM en Europe, alors qu'on sait que techniquement, il n'y a pas assez de personnes en Europe pour voter. Et qu'en Amérique du Nord, nous n'en avions pas. Donc, de ce point de vue, la menace, je veux juste dire à nos pouvoirs publics et d'ailleurs à nos populations que la diaspora ne devrait pas être vue comme une menace. Bien sûr, et le nombre, nous avons un nombre important de personnes qui peuvent voter, qui peuvent avoir un impact, c'est vrai. Bien sûr, il y a la technicité qui est là et puis les moyens, mais nous pouvons utiliser tout cela pour aider notre pays à aller de l'avant, à aller vers cette émergence que nous voulons tant. Au lieu de nous voir toujours comme ceux qui vont venir bousculer les codes. Quoique, bousculer les codes et cette compétition qui pourrait y avoir, ça peut être une bonne chose pour un pays qui a été dirigé depuis presque 40 ans par la même équipe dirigeante. Il faut peut-être qu'il y ait un groupe de personnes qui viennent bousculer et essayer de voir comment... Il peut y avoir d'innovation. D'innovation, quelque part. Parce qu'on a l'impression parfois que 40 ans, il y a vraiment de l'endormissement de ce côté-là. C'est un challenge. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce challenge? Je ne pense pas, en ce qui concerne notre gouvernement, qu'ils sont prêts à prendre ce challenge, à accueillir la diaspora à bras ouverts. Les 3 mesures dont je vous ai parlé, que d'ici demain, ils vont essayer de nous donner ce qu'on veut. Mais nous, la diaspora, on doit continuer de pousser. Parce que comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des Camerounais de seconde zone. Je suis Camerounaise. Rien ni personne ne pourra me l'enlever. Et de ce point de vue, j'ai des droits et des devoirs, je le sais. Et parmi mes droits, j'ai un droit à être représenté à l'Assemblée nationale de mon pays. On ne peut pas me l'enlever. Ils l'ont peut-être pas pensé, mais il est temps pour penser à ça. Il nous reste une vingtaine de minutes, le temps pour nous de retourner à la régie et puis de revenir peut-être conclure sur la question de la diaspora, mais dire un mot sur la Covid, tel que vous, en tant que spécialiste, je le rappelle, vous êtes spécialiste de santé publique, tel que vous la percevez, vous la sentez, vous l'observez. On en dira un mot. Le temps d'aller sur les réseaux sociaux et puis voir comment les Camerounais vivent cette canne, qu'ils soient politiques, qu'ils soient citoyens lambda. Il faut dire que de ce point de vue-là, la Coupe d'Afrique des Nations de football est très appréciée, souvent aussi critiquée. Reportage. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouvrons cette balade sur les réseaux sociaux avec la récente publication de Cabral Libi sur Twitter. Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale se demande s'il est interdit au président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême de faire des sorties avec le maillot des Lions indomptables. L'interrogation s'étend également aux membres du gouvernement et assimilés. Pourtant, poursuit-il, les Lions constituent la vache à lait du gouvernement. Un gouvernement qui n'aime pas trop les mélanges avec le bas peuple, dit-il. Et pour montrer à quel point il ne fait pas partie de ces ingrats, je cite Cabral Libi, en publiant des photos de dirigeants du monde aux couleurs de leur équipe nationale, il poste également une image de lui au stade avec le maillot des Lions indomptables. Image contre image, c'est avec cette photo du ministre Jean de Dieu Momo qu'un internaute lui répond. Elle fait parler d'elle depuis le début de cette compétition à travers ses différents posts qui présentent une image plutôt positive et bienveillante du Cameroun. Sublimant le pays des Lions indomptables, Donia Mesli montre sa richesse, l'hospitalité de ses citoyens, mais aussi et surtout la nourriture camerounaise qu'elle semble beaucoup apprécier. Et cette fois, c'est dans une boulangerie de Yaoundé que la journaliste d'origine algérienne a fait escale. Devant les gâteaux, elle ne sait lequel choisir. Le journaliste camerounais Thierry Ngongan lui choisit de nous faire découvrir un talent. Dans une vidéo tournée dans un fan zone, un jeune Camerounais, Acharamboou, fait montre de ses talents de commentateur sportif. La rentrée de touche sera donc effectuée alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de cette confrontation. Faïkolisa. Et c'est une chandelle, la balle va rester dans les airs. Et bien la faute bien vue par l'arbitre de la rencontre. Et notre remplacement se signale côté Cap-Vert avec sûrement l'entrée de Steven Fortes, joueur de Ostendo en Belgique. Ça sera sûrement
après la sortie de balle. Mais pour le moment, les Lions indomptables tiennent bien ce ballon et continuent à pousser. Allez, on demande bien sûr d'attaquer. Je pense que le message est passé. On essaye bien sûr de combiner. La balle toujours pour les Lions indomptables. Et cette polémique autour de la pelouse du stade Japoma de Douala qui n'en finit pas. En une image sur Twitter, Winamar Sport présente à quoi ressemblent les pelouses de la CAN. Cependant, la palme d'or de l'équipe qui reçoit le plus de moqueries sur les réseaux sociaux depuis quelques heures revient à l'Algérie, avec des comparaisons comme celle-ci, mais aussi et surtout ce type de vidéo. À la question de savoir combien de buts l'Algérie a déjà marqué dans cette compétition, ils répondent. Zéro. Ninguno, cero. Stade, réseaux sociaux, la Coupe d'Afrique des Nations se joue finalement sur tous les terrains. Elle se joue davantage sur ce beau reportage de Léla Rengazeux qui nous a fait vivre la Coupe d'Afrique des Nations sur les réseaux sociaux dans un génie plume assez aiguisé. Cela dit, essayons de conclure donc sur cette question de la diaspora. Marie Baga, 5 millions de Camerounais à l'étranger, on regarde l'état du Cameroun, on se dit on peut faire mieux, on peut faire plus. Qu'est-ce qu'il faut dire au pouvoir public? Qu'est-ce qu'il faut dire à cette diaspora pour sortir? Écoutez, je commencerai par la diaspora. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons notre propre destin en main parce que rien ne se donne. Il faut batailler dur et surtout batailler pour un objectif. On n'est pas obligé d'emprunter les mêmes chemins. Tout le monde dit, tout chemin mène à Rome, mais pourvu qu'il soit efficace. Je comprends qu'il y a certains qui veulent manifester dans les rues, manifester à travers d'autres types de mécanismes, et d'autres sont beaucoup plus dans la stratégie de comment y arriver sans faire beaucoup de bruit et surtout sans écorcher probablement leur image qui est plus technique qu'autre chose. Donc, de ce point de vue, il faudrait quand même un minimum. Le minimum, c'est de s'accorder sur ce que nous voulons. Nous voulons, c'est-à-dire un agenda purement et simplement diaspora. Et comme j'ai dit à mes camarades à Francfort il y a 2 mois, nous pouvons ne pas militer pour le même parti politique, mais à la fin de l'élection présidentielle prochaine, il faut que la diaspora gagne. Qu'est-ce que j'appelle la diaspora gagne? Ça veut dire si on a un agenda commun diaspora, que moi je sois du PCRN ou quelqu'un d'autre soit du RDPC ou du MRC, cet agenda doit prévaloir. Ça veut dire que si demain, le RDPC gagne les élections présidentielles, et on doit pouvoir avoir la double nationalité, parce que cet agenda a été porté par les gens de la diaspora du RDPC. Et si c'est le PCRN qui est au pouvoir, cet agenda doit également être porté par nous du PCRN et implémenté plus tard. Donc on n'a pas besoin d'être ensemble pour cet agenda dans un même parti politique, mais nous avons juste besoin de nous dire que quand je vais à l'ambassade du Cameroun et que je veux m'inscrire sur les listes électorales à Washington, j'ai le même problème à côté de moi avec un militant du RDPC. À côté de moi, j'ai le même problème avec un militant du MRC ou alors du SDF. Parce que nous tous, nous avons un seul point commun, c'est que nous ne résidons pas dans notre pays et nous résidons aux États-Unis. Ce seul point commun devrait pouvoir être l'épicentre de notre militantisme politique. Militantisme qui peut être, encore une fois, où on veut. Mais nous devons nous accorder là-dessus. Donc, de ce point de vue, M. Dipita, je ne dirais pas aujourd'hui sur ce plateau de télévision que toute la diaspora doit se réunir et être dans une même entité, ce qui est extrêmement faux. Mais toute la diaspora doit pouvoir militer pour un objectif qui est sien d'abord, parce qu'on ne vient pas en politique, on peut entrer en politique pour un grand intérêt commun, mais à un moment donné, il faut trouver l'intérêt qui sied à ses attentes. Parce que moi, je vis dans la diaspora. Si le président Cabral Libion le porte à la magistrature suprême demain, je dois pouvoir lui dire, président, voilà, pour nous qui sommes à l'extérieur, il faudrait qu'on puisse améliorer nos conditions de vie. Donc ça, c'était ce que je dirais pour conclure pour la diaspora. Accordons-nous au moins sur ce qui nous est bénéfique en tant qu'entité diaspora. Maintenant, pour les pouvoirs publics,
la diaspora, nous sommes Camerounais. Je sais que certains, si on leur donnait le pouvoir, dès qu'on traverse, de nous retirer notre passeport, ils le feront. Mais malheureusement, ce type de loi n'existe pas encore dans notre pays. Ceux qui le veulent ou pas, nous sommes Camerounais et nous serons toujours Camerounais. Personne ne peut nous l'enlever. Et jusqu'à notre dernier souffle, nous revendiquerons cette nationalité camerounaise parce que nous avons et les droits et les devoirs en tant que Camerounais. Et jusqu'ici, en ce qui concerne nos devoirs, nous avons été au rendez-vous. Nous avons aidé nos familles qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts parce que la situation au pays n'est pas toujours aisée pour elles. Nous avons participé au niveau microscopique tant bien que mal, mais le niveau microscopique ne peut pas nous aider à développer notre pays. Ce que nous vous demandons maintenant, c'est de nous permettre au niveau macroscopique de pouvoir aider notre pays parce que c'est notre seule envie. Comment le faire? Institutionnaliser l'apport de la diaspora au niveau de notre pays. Il faudrait que vous nous permettiez d'avoir déjà nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale qui pourront parler pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Beaucoup de pays l'ont, la France, le Mali, ils ont des députés des Français et des étrangers ou de la diaspora. Pourquoi pas le Cameroun? Parce que nous sommes mieux placés pour savoir ce qui est bien pour nous et comment nous pouvons investir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut légaliser et même normaliser les rapports d'investissement économique qu'il y a dans notre pays. Et c'est inadmissible que sur le site du ministère des Relations extérieures, on n'ait pas une procédure super claire de comment on peut investir librement au Cameroun. Normaliser cela, institutionnaliser cela, ça nous permettra de venir investir, encore une fois, pas dans le micro ni le moyen, mais également dans le macro dans notre pays. Et troisièmement, la double nationalité. Si vous avez peur qu'on revienne briguer des postes, trouvez d'autres stratagèmes autour des conditions à être candidat, mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui est né de nationalité camerounaise de père et de mère, pour des raisons pour certains économiques, familiales, prennent d'autres nationalités et par cet acte de prendre une autre nationalité, vous l'empêchez de jouir de sa nationalité d'origine. Peu de pays le font. Le Cameroun reste un des rares pays à le faire aujourd'hui. Il faut enlever ce bouclier. Si vous avez peur des aspects politiques, trouvez d'autres boucliers. Donc voilà, pour conclure, ce que j'aurais pu dire à mes concitoyens qui vivent avec moi dans la diaspora et au pouvoir public. Et pour faire la transition avec le prochain sujet, on va évoquer une rencontre assez importante sur le plan sous-régional, le sommet de la SMAC. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, est à Brazzaville au Congo, ou du moins il y était cette semaine. À l'occasion d'un de ces sommets, il y représente le président Paul Biya à côté de ses pairs. Reportage. From Cameroon, now it is the turn of President Denis Sassou Nguesso to welcome presidents and representatives of the Central African Economic and Monetary Countries, CEMAC, for the 20th CEMAC Summit. Under the instruction of the head of state, Prime Minister Joseph Diongouté is taking part in this 20th CEMAC Summit. The summit, which begins on the 19th of January 2022, will principally shine the spotlight on the integration of the sub-regions and factors that promote it. It was one of the points looked into last year's summit. The heads of states are also set to discuss and work on the consolidation of the free circulation of persons and goods, the construction of a regional infrastructure, and work on 11 major integration projects of the CEMAC region in the context of regional economy. Contrary to last year, which was done by video conference, this year requires the presence of all delegations. He was welcomed by the Minister of External Relations, Lejeune Belambela, and the Minister Delegate in charge of Economy, Paul Tassong, as well as Cameroon's Ambassador to Congo, Lazam Puel Mbala. Voilà donc ce qu'on pouvait en dire. Revenons à ce dernier sujet. On va l'évoquer en environ 5 minutes. Docteur Baga, vous avez certainement vu, je ne vais pas dire la polémique, mais cette actualité, pour rester un peu dans le sillage de la Coupe d'Afrique des Nations, un protocole d'accès au stade assez rigoureux. La CAF et le comité local d'organisation, le COCAN, donc le Cameroun, ont demandé à tous ceux qui voudraient aller au stade, non seulement de
d'avoir leur passe sanitaire, leur carnet de vaccin, mais en plus de se faire tester et de s'assurer d'être positif pour accéder au stade. On a pu voir que lors des premières journées, c'est une mesure qui a quand même, j'ai failli dire, refroidi les spectateurs qui voulaient aller au stade, donc les stades ont fait peau vide. Quand on regarde donc le contexte mondial, avec les différents moyens de gestion de cette Covid en Europe, c'est un pays qui se referme, d'autres qui allègent. On regarde le Cameroun, vous la spécialiste, vous pourriez dire, nous sommes gracieux, nous sommes épargnés, ces mesures, ces protocoles ne nous concernent pas forcément. Non, malheureusement, je ne pourrais pas dire que nous sommes protégés ou graciés. Ce serait ne pas penser à ceux qui nous ont quittés à cause de cette maladie. Mais je vais revenir commenter un peu sur le protocole drastique du début de la compétition de la CAN. Même moi qui suis pro-vaccin et pro-mesures barrières, etc., je pense que sur le plan technique, je pense que le gouvernement a voulu jouer une carte politique pour une compétition qui n'a rien à voir avec la politique. Même nous, les politiques, nous avons baissé les armes, nous avons dit c'est une compétition, l'unité nationale. Mais ils ont voulu jouer une carte politique. Pourquoi une carte politique? Parce que le taux de vaccination du Cameroun à l'époque était le plus bas de l'Afrique centrale. Et de ce point de vue, ils ont trouvé une aubaine à ce que les Camerounais, parce qu'ils aiment le foot, ils vont céder à cette campagne de vaccination qui tarde à décoller d'ailleurs et aller se vacciner parce qu'ils voudront aller au stade. Je pense que on ne devrait pas mettre les stratégies politiques dans une chose qui unit le pays sous peine de voir cette chose ne plus avoir la saveur. Son intérêt. Exactement. Donc je pense que là-dessus, c'était vraiment un carton rouge pour le gouvernement camerounais d'avoir voulu mélanger ces deux choses. D'autant plus que, techniquement, il n'y a aucun avantage technique à contraindre quelqu'un d'avoir un test négatif et d'un vaccin. Pour une raison qui est simple. Moi, j'ai mes 3 doses de vaccin, mais ça ne m'exempte pas, ni de contracter le Covid, ni de le transmettre. La seule chose qui, à ce jour, pourrait permettre à quelqu'un de savoir si je n'ai pas le virus en moi, c'est un test négatif. Donc, le test à lui seul aurait complètement suffi pour permettre aux Camerounais d'avoir accès au stade. Et d'ailleurs, j'espère que c'est la seule chose qui fait foi encore en ce moment, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on tombe sous le coup de la critique. On enlève tout ce qui est essentiel pour accéder au stade. Il faut que les gens continuent à se tester pour aller au stade. On n'a pas besoin d'être vacciné, parce qu'être vacciné, c'est une mesure qui empêche les gens de mourir et d'avoir des formes graves, mais ça n'empêche pas les gens de contracter, ni d'ailleurs de la transmettre. La seule chose qui peut permettre aux officiels de la CAF et tous les autres de savoir qu'on n'est pas porteur, c'est le test. Donc c'est ça qui doit prévaloir. Je regrette juste que le gouvernement ait mélangé les aspects politiques et les aspects techniques, y compris parce qu'ils ont, moi je veux pas, en période de Cannes, j'ai fait la trêve, mais je vais quand même le dire, le gouvernement camerounais a raté son entrée dans cette pandémie dès le départ, ce qui avec une très mauvaise communication autour et des aspects thérapeutiques, planification. Et quand la vaccination est venue, ça s'est juste couché sur le lit qui était déjà mal fait, ce qui fait que les Camerounais n'ont pas encore bien compris ce que c'est que la vaccination, quel est l'intérêt que ça peut avoir pour les populations, parce que beaucoup de gens continuent à me demander, mais tu es vacciné, mais ça ne t'empêche pas d'avoir la maladie. Je leur dis, mais bien sûr, qui vous a dit que le vaccin empêchait à quelqu'un d'avoir la maladie? Ça dénote donc de cette mauvaise communication qu'il y a eu dès le début, qui n'a pas arrangé les choses quand les vaccins sont venus. Et donc, le taux d'hésitation vaccinale est tellement élevé au Cameroun qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, ce qui fait qu'ils ont voulu utiliser la CAN pour faire décoller ce taux, et je pense que c'était à tort, et c'est une bonne chose qu'ils aient remédié à ça. Je voudrais sincèrement vous dire merci d'avoir pris de vos quelques précieuses minutes, d'ailleurs ici au Cameroun, puisque vous êtes de la diaspora, bien que camerounaise, pour éclairer et puis apporter de votre éclairage
à nos téléspectateurs ce soir? Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas tous les jours que la diaspora intéresse. Et donc, c'est une bonne chose que nous ayons eu le temps aujourd'hui de décortiquer les forces et faiblesses de la diaspora et de voir comment elle peut apporter quelque chose à notre pays. Et après tout, c'est notre pays à tous. Et nous avons soif de contribuer. Et comme je le disais tout à l'heure, on fait notre part, y compris au PCRN, comme nous étions ici au pays, où au décours de notre voyage, nous avons donné 3000 livres, je le disais, pour créer des bibliothèques dans les zones reculées, parce que nous insistons sur l'éducation. C'est cette éducation qui permettra aux Camerounais de demain de ne pas voir l'autre comme une menace, mais surtout comme un collaborateur. Donc, à travers ces actions, bien que micro, parce qu'il faut toujours adjoindre le micro et le macro, mais nous attendons plus le macro. Ces actions, nous essayons donc de gagner la confiance des Camerounais qui sont restés au pays pour leur dire, écoutez, nous sommes venus pour prendre votre main et qu'ensemble, nous puissions développer notre pays. Ça me permet d'ailleurs de faire un petit coucou aux populations de Kondiok où j'ai été, Ngokma Poubi et surtout Ezeka, qui est ma ville natale. Je vais faire un coucou. On ne va pas se priver de chauvinisme. Hein. Le Cameroun joue demain contre le Comore. On va souhaiter à nos lions indomptables une belle rencontre et qui sait peut-être une belle victoire. Bien entendu, en tout cas, moi j'attends une victoire et je serai assise derrière mon écran cette fois-ci, tout en espérant que nous qualifions pour les quarts de finale. Merci à vous également et surtout bonne continuation dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Prenez-en du plaisir et on espère se retrouver le 6 février prochain au soir de cette compétition qui c'est peut-être pour soulever le trophée avec l'équipe nationale de foot. En attendant, dimanche prochain, vous aurez droit à une autre édition de Face à l'actu. Bonsoir et d'avance, bon début de semaine.